Donc une vidéo qui fait lien ce soir avec un article paru dans le journal L'Humanité de ce week-end et qui traite de la question des suicides au travail des professeurs des écoles et notamment après le suicide de 2 collègues à Fos-sur-Mer et dans le 93. J'ai pu m'exprimer dans les colonnes du journal L'Humanité, d'ailleurs je les en remercie et ça a suscité quelques questions auxquelles je vais répondre maintenant. Alors ça me surprend toujours quand on me pose ces questions, mais la réponse est simple, c'est oui. Oui, c'est lié. C'est lié parce qu'il n'y a pas deux sujets. Il n'y a pas un sujet à la maison, un individu à la maison et un sujet au travail. C'est la même personne qui fait l'expérience tous les jours dans son travail, dans son activité de travail, de la perte du sens, du manque de reconnaissance, parfois d'humiliation, et la même personne qui rentre à la maison. Voilà, donc il n'y a pas de dissociation possible du sujet. Et puis, par ailleurs, faut qu'on garde à l'esprit que le travail et la santé sont les deux faces d'une même pièce. Travail et santé sont liés et s'alimentent. On va aussi au travail pour créer des relations sociales, pour être utile dans la société, pour s'émanciper, pour faire preuve de créativité, d'intelligence. C'est aussi ça le travail. Et ça maintient en bonne santé, ça crée la bonne santé. Voilà. Et puis enfin, pour être sûr et certain qu'il faut répondre oui à cette question, il suffit de lire les courriers qu'ont envoyés les 2 collègues récemment, ces dernières semaines, les 2 courriers qu'ils ont écrits avant leur passage à l'acte, qui sont suffisamment explicites. C'est là les plus compliquées de questions. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment à moi d'y répondre, d'autant qu'il y a des enquêtes en cours. Mais en tout cas, autoritarisme, pas autoritarisme, dérive autoritaire de certains IEN, on peut entendre ça, mais il faut qu'on le resitue dans la globalité du système de la chaîne de hiérarchie dans laquelle le travail des professeurs des écoles est organisé. Je veux dire par là que des cabinets du ministère jusqu'à la salle des maîtres, il y a toute une chaîne de hiérarchie qui retravaille la prescription et qui met la pression sur le maillon suivant. Et ainsi, les IEN subissent la pression du DAZEN et la répercutent sur les directrices et les directeurs d'école, sur les collègues. Et donc, à savoir si on a affaire là à des IEN défaillants ou à des IEN carrément qui deviennent fous, la réponse, si c'est oui, en tout cas, c'est oui dans un système qui lui-même est défaillant, dans un système qui lui-même est fou et rend fou. Et ça, c'est important de resituer cette question-là, parce que sinon, on pourrait croire que c'est des questions individuelles. Mais non, en fait, nos supérieurs hiérarchiques dans l'éducation nationale sont pris dans les mêmes logiques que les travailleurs, dans des logiques aliénantes, dans un système qui est fou. Donc, s'il y a déficience ou folie, elle est au carré. Voilà. Effectivement, ce système dont je viens de parler, il porte un nom, alors autant l'appeler par son nom, c'est le nouveau management public, ce qui est basé sur le vieux délire taylorien, comme quoi le travailleur ne sait pas comment exécuter sa tâche et comment bien la faire, et du coup il faut lui organiser scientifiquement son travail, organiser scientifiquement sa tâche, l'élaborer en dehors de sa situation de travail. Le nouveau management public, c'est en réalité l'importation dans la fonction publique de normes de travail qui sont issues de secteurs privés, mus par des valeurs de type concurrence, performance, compétitivité, etc., qui ne sont pas historiquement les valeurs du service public. Et c'est particulièrement criant dans l'éducation nationale. L'arrivée du nouveau management public dans l'éducation nationale vient percuter très violemment l'histoire et la culture des professeurs des écoles. Les professeurs des écoles sont assis sur une longue tradition historique de leur métier, où les valeurs portées par leur travail, le sens qu'ils donnent à leur travail, est plutôt, mu par le développement des élèves, le citoyen de demain, l'émancipation des enfants, etc. Et donc qui sont en complète contradiction avec les normes qui sont apportées par le nouveau management public dans cette administration. Et du coup, ça vient, donc je dis, violemment percuter l'histoire et la culture, et pour le travailleur, la conséquence de ça, c'est une perte du sens de son activité. Ah oui, la perte du sens, c'est quand la travailleuse ou le travailleur ne se reconnaît plus dans ce qu'il fait, ne se reconnaît plus au regard de normes, de valeurs
qui définissent les critères du bon travail, de la bonne exécution de sa tâche. Et donc ça, effectivement, c'est criant en ce moment dans l'éducation nationale et c'est particulièrement générateur de souffrance au travail. Parce que l'individu, le sujet, n'est plus en adéquation avec ce qu'il fait. S'il faut donner un exemple pour illustrer mon propos, c'est très simple. Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale. Quand je dis en ce moment, c'est cette semaine. Cette semaine, par exemple, les maîtres, maîtresses de CP-CE1 font passer à leurs élèves des évaluations. Des évaluations qui sont normées, qui sont construites en dehors de leur situation de travail, donc par un échelon supérieur, qui leur demande de faire passer au même moment, partout en France, les mêmes évaluations. Évaluations qui en plus se discutent sur le plan pédagogique et didactique, et qui sont très discutées, notamment par la recherche en sciences de l'éducation. Les enseignants font passer les évaluations pas parce qu'ils trouvent que ça a du sens pour eux, mais parce que c'est une commande à laquelle ils sont obligés de se plier. Alors du coup, ils font passer ces évaluations, ils rentrent les résultats des élèves dans des logiciels qui vont corriger à leur place ces évaluations et qui vont faire redescendre dans leur classe les résultats et les moyens que l'institution va prescrire pour remédier aux difficultés qui ont été identifiées au regard de ces résultats. Par exemple, on va demander aux enseignants, on va leur dire « Ah ben, dans votre classe, on a remarqué que donc vous êtes invités à suivre la formation, et puis voilà ce qu'on vous préconise comme remédiation à mettre en place avec vos élèves. » Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en histoire des sciences de l'éducation pour voir à quel point c'est extrêmement violent cette manière-là de percuter l'histoire et la culture du métier enseignant. On a aujourd'hui en poste dans l'éducation nationale, dans les écoles, des enseignants, pas si vieux d'ailleurs, qui ont connu une toute autre manière d'organiser les évaluations dans leur classe. On a des enseignants qui savent que, historiquement, les enseignants fabriquent leurs évaluations, les font passer au moment où ils trouvent ça le plus pertinent dans l'année au regard des progrès des élèves. Peut-être parfois même ils différencient ces évaluations en fonction des niveaux des élèves. Ils corrigent eux-mêmes les évaluations et ils se servent de ces résultats pour mieux connaître les élèves, mieux identifier les besoins et mieux pouvoir travailler avec eux et les faire progresser. Voilà, donc là c'est un exemple typique de la perte du sens pour le travailleur dans sa tâche, dans l'exécution de sa tâche. Qu'est-ce que le bon travail pour un enseignant? Est-ce que c'est faire passer ses évaluations? Comment les faire passer? Et même s'il y en a qui arrivent à prendre sur eux, à l'intérieur, ça vient percuter de manière tellement violente les normes de métier que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'altération de la santé du travailleur. Alors oui et non. Déjà la perte du sens dans le travail, c'est énorme pour le travailleur, c'est quelque chose de catastrophique. Ça vient mettre à mal le métier, son histoire, sa culture. C'est ce qui se passe en ce moment, ce qui est à l'œuvre en ce moment dans l'éducation nationale est une catastrophe. Maintenant, la perte du sens, elle est aussi liée elle entraîne, elle génère quelque part parfois des comportements autoritaires de la part des hiérarchies qui sont là, qui vont devoir briser, si vous voulez, les résistances qu'il y a à l'intérieur du métier. Mais il y a aussi un phénomène dont je voudrais parler, qui est à l'œuvre aussi dans l'éducation nationale, c'est la prolétarisation des professeurs des écoles. Et même, je dirais, une double prolétarisation. D'abord, une prolétarisation au sens d'une précarisation du métier. Une précarisation, c'est le gel du point d'indice, la baisse du pouvoir d'achat, l'usage intempestif de contrats précaires dans l'éducation nationale. C'est notre un des premiers pourvoyeurs d'emplois précaires en France. Mais aussi une prolétarisation au sens d'un éloignement entre le travailleur et les lieux où sont conçus la tâche et les outils pour la réaliser. Et donc, du coup, on a là des enseignants qui deviennent de moins en moins concepteurs de leurs outils et de leurs tâches, mais de plus en plus exécutants d'une consigne, d'une prescription qui est fabriquée, elle, en dehors de sa situation de travail. Cette double prolétarisation du travail des enseignants est à l'œuvre et elle génère aussi des types de souffrances chez les collègues. Ah oui, alors ça c'est la question. Les syndicats sûrement diront qu'ils en appelleront à la résistance collective à cette situation et à cette dérive managériale. Ils auront bien raison.
Maintenant, je ne vais pas résoudre ici toutes les questions que ça va soulever, tous les débats que ça va soulever, qu'est-ce que c'est un collectif, quelle forme d'organisation, comment, quand, etc. Par contre, à minima, ce qu'on peut dire, c'est que pour s'en sortir, il va falloir que lorsqu'on analyse ces situations-là de suicide au travail, nous sortions d'une logique je vais dire psychologisante, voire hygiéniste de la situation, et qui consiste à coller la question des suicides ou du malaise au travail ou de la souffrance au travail avec le sujet. En vérité, il faut décoller cette question-là du sujet pour replacer les débats là où ils doivent être, c'est-à-dire au cœur du travail, au cœur des situations de travail. Voilà, parce que c'est le travail qu'il faut interroger. Bien entendu, les collègues, notamment ceux qui se suicident, ceux qui sont en dépression, etc., sont malades hein, de ce système-là. Ils en sont rendus malades et il faut bien entendu les soigner. Mais il ne faut pas oublier que c'est le travail lui-même qu'il faut soigner. Le travail a besoin d'être soigné. Donc il faut donner aux collègues les moyens de pouvoir soigner leur travail, de pouvoir bien le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent les enseignantes et les enseignants que je rencontre dans mes recherches. Hein. C'est juste laissez-nous bien travailler. Pire, je ne sais pas. C'est un peu compliqué de dire pire. Par contre, ce que je peux dire, au regard des recherches que j'ai menées, notamment ces 3 dernières années sur le terrain, auprès de directrices et directeurs d'école dans les Bouches-du-Rhône, c'est que d'une part, pour les directrices et directeurs d'école, les logiques que j'ai décrites sont les mêmes, et d'autre part, ils sont dans une situation un petit peu particulière. Je m'explique. Alors, les logiques sont les mêmes. Effectivement, eux aussi sont dans cette dynamique dans l'éducation nationale, de nouveau management public, avec tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et ils subissent quelque part exactement les mêmes logiques qui font perdre du sens au travail, qui font que le travailleur, le directrice et directeur d'école ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font. Hein, d'ailleurs, pour exemple, je citerai celui d'un collègue, un directeur d'école, qui me disait, voilà, moi j'ai fait ce travail-là parce que je voulais impulser des projets d'équipe, des projets pédagogiques, créer des relations avec les parents d'élèves, animer des équipes, et je me retrouve l'essentiel de mon temps à remplir des tableaux Excel, les indicateurs qui m'arrivent de ma hiérarchie, à répondre à des mails. C'est pas pour ça que j'ai fait ce travail. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette espèce de conflit qu'il y a entre les normes et les valeurs qu'on porte, l'idée qu'on porte du travail bien fait et la commande institutionnelle qui est tout autre. Mais en même temps, les directrices et directeurs d'école, ils sont dans une situation, je dirais, particulièrement inconfortable dans la chaîne de hiérarchie que j'ai décrite tout à l'heure. Parce qu'ils ont une position qui n'est pas hiérarchique par rapport à leurs collègues. Pour autant, c'est eux qui sont en prise directe avec les IEN et donc qui reçoivent la commande, les injonctions, les prescriptions, qui reçoivent aussi le stress et la pression exercée par la hiérarchie et qui doivent la répercuter sur leurs collègues dans la salle des maîtres. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire et ce n'est pas le job qu'ils avaient envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent à faire les directrices et directeurs d'école dans les recherches que j'ai menées? En fait, l'essentiel des collègues disent on aime ce qu'on fait, on est investi dans ce qu'on fait, on y donne du temps, on a envie de bien faire, on voudrait travailler correctement, pouvoir travailler bien. Voilà. Et ça, c'est quand même un sacré leitmotiv. À mon avis, c'est ça. Il va falloir qu'on arrive à construire, si vous voulez, une dynamique inverse de celle du nouveau management et qui puisse permettre aux directrices et directeurs d'école, mais aux professeurs des écoles en général, de pouvoir travailler en santé. D'ailleurs, on pourrait se permettre de demander ça parce que ne sommes-nous pas dans l'école de la confiance ?